Bonjour, je suis Sébastien Ponceau, associé dans le cabinet Léo Associés Assurance à Besançon. Aujourd'hui, on va vous parler d'assurance de notre entreprise, mais aussi un peu de mon parcours, et nous sommes dans Storytelling. Bonjour et bienvenue dans Storytelling Success. Derrière chaque contrat ou sinistre, il y a une histoire, une émotion. L'assurance, souvent vue comme froide, touche pourtant nos vies au plus profond. Aujourd'hui, nous recevons Sébastien, associé chez AXA Léo et Associés, pour révéler ce que le grand public ignore. Enjeux climatiques, technologie, recrutement et surtout l'humain au cœur du métier. Avant de retrouver Sébastien, parlons de AXA Léo et Associés. Implanté en Bourgogne-Franche-Comté depuis plus de 30 ans, Léo et Associés, c'est bien plus qu'un assureur. C'est une équipe de 60 femmes et hommes spécialisés et engagés à vos côtés à chaque étape de votre vie, de vos ambitions et de vos projets. Pour les particuliers, les indépendants, les entreprises, l'humain est au cœur de notre métier. Chez Léo et Associés, vous bénéficiez d'un accompagnement personnalisé du premier contact à la gestion des sinistres, prise en charge ici, en Franche-Comté, par notre équipe dédiée. La proximité, c'est ce qui nous caractérise au quotidien. Vous êtes passionné, dynamique et cherchez à donner du sens à votre carrière. Rejoignez-nous chez Léo et Associés où chaque talent compte et trouve sa place. Léo et Associés, l'assurance, c'est vous, avec nous. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et on vous en remercie. Donc vous nous suivez évidemment sur Deezer, Apple Podcast, Spotify et YouTube. Et grâce à vos actions, partages, likes et commentaires, eh bien, c'est un média qui ne fait qu'avancer de jour en jour. Alors maintenant, c'est le moment du podcast, l'interview. C'est parti. Bonjour Sébastien. Bonjour Pascal. Écoute, je suis ravi de t'avoir. De même. Tu sais pourquoi je suis ravi de t'avoir? Parce qu'on va traiter un sujet qui me tient à cœur. Il y a des choses qu'on ne comprend pas des fois dans les assurances. On va traiter ce sujet-là. Donc l'idée, c'est justement d'en parler d'une manière simple. Donc on va parler assurance, on va parler de ton entreprise, on va parler de ton parcours. Et puis on va parler également d'enjeux climatiques, de technologie, puisqu'on a l'IA qui nous rattrape aujourd'hui, de recrutement. Et puis on va parler de l'humain au cœur de ton métier. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? C'est tout à fait ce qui me convient et tous ces sujets sont vraiment des sujets qui sont importants dans le maintenant et dans le futur aussi dans notre métier. Donc effectivement, on a pas mal de choses à se dire. Bah écoute, je te propose qu'on démarre maintenant et on va parler tout de suite assurance. Alors, comment fonctionne une assurance ? Donc l'assureur, en fait, donc notre métier, mon métier, ça va être de trouver la solution pour te protéger contre le risque qu'aujourd'hui tu peux pas assumer si ça t'arrive, si ça te tombe dessus. Donc en fait, notre rôle c'est juste ça, entre guillemets. D'accord, et si je vais un peu plus loin, les cotisations que je vous donne, elles vont où ? Tout dans ma poche, évidemment. Non, malheureusement, ça marche pas tout à fait comme ça. Donc on est intermédiaire, donc nous, dans notre métier, on est intermédiaire dans le monde de l'assurance, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est mandataire de la compagnie AXA, que beaucoup connaissent parce que c'est le leader aujourd'hui du marché au moins français. Et par rapport à cette démarche-là, tu vas souscrire le contrat donc avec la compagnie AXA, et nous, on va être intermédiaire, on va t'apporter le conseil par rapport à tous ces éléments-là. Et ta cotisation est reversée totalement donc, à la compagnie d'assurance. Et nous, on est simplement commissionné sur ce qu'on a vendu par rapport au contrat que tu as souscrit chez nous. Et donc, comment ça fonctionne globalement ? Quand moi, j'ai un sinistre, c'est une mutualité, tout le monde paye ? C'est ça, en fait, c'est le principe même de l'assurance. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un pot commun, on peut le définir un petit peu comme ça, c'est-à-dire que toutes les cotisations que versent les clients vont aller donc, dans la compagnie, et la compagnie va servir cet argent pour indemniser les sinistres qui vont être engagés par les clients, que ce soit après ta voiture, ton habitation et tout autre. C'est le même principe aussi sur le côté santé. Donc ça fonctionne comme ça. D'accord. Et pourquoi les contrats d'assurance sont-ils aussi complexes ? Est-ce que c'est quelque chose de volontaire ou est-ce que c'est une nécessité ? Alors, je vais faire un brin d'humour, mais moi je pense quand même à un moment donné que ça peut être un peu volontaire pour que les gens aient du mal à se retrouver dans tout ça. Mais blague à part, on fait partie d'un métier qui est quand même très étroitement lié au juridique, voire même 100% juridique. Et en fait, quand tu signes un contrat qui se décompose avec ce que tu lis, les 4-5 pages en premier. Enfin, quand je dis tu lis, si tout va bien, parce que la plupart des clients, malheureusement, lisent pas.
Et puis après, les conditions générales. Et c'est justement souvent dans ces conditions générales qu'on va dire ouais, mais les petites lignes, etc., etc. Et c'est dans ce détail-là qu'on va vraiment définir ce pourquoi tu es garanti. Et les deux les deux documents sont très importants par rapport à ce que tu signes. Donc effectivement, des fois on pourrait simplifier. D'ailleurs, des fois ça nécessite interprétation. Et bon, l'avantage, je dirais que quand ça nécessite interprétation, on essaye quand même de faire pour que ça soit toujours dans le sens du client. Ça, c'est notre job d'intermédiaire. D'accord. C'était plutôt clair comme réponse. J'ai essayé. T'as vu? Alors, c'est quoi un risque dans le monde de l'assurance? Alors, la définition, hein, si je reste sur le métier, nous, ce qu'on appelle un risque, en fait, c'est ce qu'on va assurer. On va dire ton risque auto, ton risque habitation, etc. En fait, c'est la nature. Et après, ce que entend plutôt le client en termes de risque, c'est qu'est-ce qu'il risque, en fait. Le client, il s'exprime comme ça. Et donc, si on va plutôt sur ce schéma-là, en fait, ça va être toutes les parties que tu vas pas pouvoir assumer toi-même. Je prends l'exemple d'une assurance habitation. C'est pas obligatoire, l'assurance habitation. Tu peux décider de pas t'assurer. Par contre, si demain, tu as un incendie, est-ce que tu as la capacité, par exemple, de finir de rembourser ton prêt et de reconstruire une deuxième maison? Malheureusement, c'est rarement le cas. Donc, c'est pour ça qu'on va dire, on va transmettre le risque à l'assureur pour que quand demain ça arrive, l'assureur puisse assumer à ma place le risque. C'est comme ça que je traduirais en fait, tu vois. D'accord. Et comment vous le mesurez ce risque? Alors, mesurer le risque, ça passe globalement et essentiellement sur deux phases. La première, c'est déjà de faire une découverte parfaite de ton client. Parce qu'en fait, pour que je sache quantifier ton risque, il faut que je comprenne, il faut que je découvre. Si je ne sais pas, par exemple, que on va faire un cas très très simple, mais ton assurance voiture, si tu n'as qu'une voiture dans ton foyer et puis que tu ne peux plus aller travailler et madame non plus, par exemple, si elle a aussi besoin de se véhiculer avec ce véhicule, ne pas prévoir un véhicule de presse, ça peut être demain problématique. Alors, c'est pas ultra grave, si tu veux, pour ton foyer, mais ça peut être contraignant. Et puis après, tu as des cas un peu plus engagés en fonction de ce que peut avoir comme pépin chez toi. Quoi, tu vois. Donc c'est en fonction finalement des situations et des personnes? Complètement. D'accord. Tout le temps, c'est à la tête du client, on peut dire ça comme ça? Ouais, c'est 100% ça, mais t'as raison, l'expression elle est bonne, d'habitude on l'aime pas cette expression, mais elle est tout à fait bonne, puisque tes besoins sont pas les miens, elles sont pas les besoins d'une tierce personne, et c'est bien notre métier, c'est à ça qu'on sert, c'est vraiment adapter une solution à un client. Petite question globale, combien de temps vous passez avec les gens en général, et combien de temps vous passez avec les fichiers? Alors, avec les gens, pas assez de temps. Ça, c'est malheureusement le métier qui pousse à ça. Alors, quand je dis pas assez de temps, c'est que l'ancienne image de l'assureur, c'était un notable. Il y a encore une trentaine d'années, tu avais le notaire, le banquier et puis l'assureur. Et en fait, l'assureur, il faisait son petit tour tous les ans de ses clients, etc. Et on avait une vraie relation de proximité. Malheureusement, le métier a beaucoup changé, c'est-à-dire qu'on n'a plus la capacité, ne serait-ce qu'en termes de... Là, notamment sur le particulier, c'est moins vrai sur le pro, ce que je vais te dire, heureusement, parce que les risques sont pas les mêmes. Mais on a moins le temps, si tu veux, de consacrer tous les ans, même une demi-heure, une heure, pour refaire un coup de tour des contrats du client. Des fois, ça nécessite pas forcément de le faire, d'ailleurs. C'est pas grave en soi dans tous les cas. Par contre, mettre à jour, refaire un petit coup de poing si la situation familiale n'a pas changé, les risques, etc., c'est quand même... Moi, je trouve très important, et ce que je conseille d'ailleurs à chaque personne, c'est de faire un petit point, allez, même tous les 2 ans, sauf s'il y a des changements, de leur dire, tiens, on va se remettre un petit coup, on va se rafraîchir un petit coup sur ce qu'on avait fait à l'époque, est-ce que c'est toujours d'actualité, et remettre à jour les contrats. Ça prend pas 100 ans, si on travaille déjà sérieusement, entre le café d'accueil pour savoir comment va la famille, et puis après, un petit peu de job, allez, en 1 heure, 1 heure et demie, on peut déjà travailler et parler de pas mal de sujets. En vrai. Et donc, il est plutôt impératif, c'est ce que tu es en train de dire, de refaire un point sur sa situation. Ouais. Oui, parce que tu disais tout à l'heure les petites lignes, ou etc. Moi, je le dis pas de cette façon-là. Je dis plutôt que, en fait, si j'ai pas connaissance, je peux pas t'assurer. Donc, si tu me dis pas, par exemple, que tu as fait une extension dans ta maison, si tu as, je sais pas, dans la famille, si tu as agrandi la famille, et puis on n'a pas prévu les choses par rapport à toi, ton métier a changé, etc. Et ben, en fait, je vais pas pouvoir m'adapter. Et si je peux pas m'adapter, quand le problème arrive, c'est trop tard, en fait. Et tu vas me reprocher, peut-être, après, de me dire, pourquoi tu m'as pas conseillé ça? Mais, sans savoir, je peux pas conseiller. Ça, c'est la base. Donc, c'est vraiment hyper important, messieurs, dames,
écoutez bien ça, de refaire un point sur la situation de vos assurances, en tout cas de votre situation, vers vos assureurs, puisque il pourrait être possible de ne pas être assuré. Tout à fait. Et on a malheureusement des cas comme ça où et quand on arrive au moment du sinistre, c'est trop tard en fait. Donc, et venez pas nous voir que quand il y a les augmentations tarifaires. C'est un bon moyen de se rencontrer, mais il y a d'autres points à faire à part le tarif en vrai. Très bien. Beaucoup voient l'assurance comme un mal nécessaire. Toi, comment te décrirais-tu ce que tu fais vraiment? Moi, ma vision du métier, c'est simple. Aujourd'hui, j'ai rien à vendre. En fait, j'ai plutôt tout à proposer en fonction de ce que tu vas me dire, ce que tu vas m'expliquer et de la découverte que je vais faire de ta vie et de ton besoin. Une fois que j'ai ça, mon job, c'est juste de mettre la solution à ton problème. C'est tout. Si on fait déjà ça correctement, ça va enlever pas mal de soucis dans la vie des clients. J'ai une position assez tranchée. Moi, je dis que je fais de l'assurance que pour les vrais sujets et les vrais problèmes. On a un peu dérivé depuis pas mal d'années sur j'assure tout et n'importe quoi. Alors certains se retrouvent dans ce schéma, ça me gêne pas, mais après moi je suis plutôt là quand des gens perdent leur vie avec une maison détruite par les flammes, avec tous les souvenirs, etc. C'est déjà assez traumatisant. Si en plus on n'est pas là pour assumer le risque derrière en termes de finances et remettre la famille dans de bonnes conditions, ça c'est de vrai. C'est pour ça que je fais ce job en fait. Un portable cassé, je comprends que c'est important, mais je mets des degrés différents. Voilà, c'est tout ce que je dis. Après, c'est tout à fait à ton honneur. Et est-ce que tout s'assure? Ouais, on peut tout assurer aujourd'hui? Il n'y a pas grand-chose qu'on peut pas faire, hein, en vrai. Donc, on est plutôt parfois bloqué sur, comment dire, sur la volonté des compagnies de prendre, par exemple, un risque. Ça, c'est surtout, je dirais, par rapport à la nature et l'activité, souvent, ou par rapport à une fréquence sinistre, où là, ça devient un petit peu plus engagé, un petit peu plus dur pour arriver à trouver des solutions sur le marché. Mais au-delà de ça, globalement, on arrive pratiquement à tout faire. C'est qu'une histoire de prix. Est-ce que tu peux nous raconter une situation où l'assurance a profondément changé une vie ou a sauvé une famille? Oui, ça, on en a des exemples là, maintenant. Ça fait un petit peu de temps que je fais le métier. Malheureusement, on a été confronté à pas mal de cas. Je vais en prendre un qui est assez récent et malheureusement où la même famille a été touchée 2 fois par un sinistre incendie total. C'est monsieur et madame Demouche, Francis, qui habite vers Sensé, à Chazot, pour être tout à fait précis, où ils avaient une maison dans laquelle ils avaient leur activité professionnelle, une ancienne maison comtoise rénovée, leur habitation d'un côté, leur activité professionnelle de l'autre. Ils sont bouchers, charcutiers, traiteurs. Donc en fait, tout dépend, hein. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont leur outil de travail et ils ont leur vie au même endroit. Et ils ont eu donc un incendie total. D'ailleurs, ils étaient pas là quand c'est arrivé. Heureusement. Heureusement, parce que c'est arrivé en pleine nuit, comme souvent. Et tout a été détruit. Donc ils l'ont appris, ils étaient partis en vacances, et ça faisait des semaines des mois qu'ils n'avaient pas pris de temps pour eux, et ils sont revenus 2 jours après sur le site où tout était dévasté. Donc leur maison, il n'y a plus de maison, puisque techniquement tout était dans le même environnement. Et puis leur outil de travail par terre avec les salariés, chômage partiel et compagnie. Donc, chômage technique, pardon. Donc, ça a mis du temps. On a reconstruit l'intégralité. On a eu la chance de leur trouver une maison déjà construite pour gagner un petit peu de temps, pour les reloger dans de très belles conditions, et puis au moins déjà mettre en sécurité la famille. Et on a reconstruit tout leur outil de travail. Ils ont pu rouvrir. Entre-temps, en plus, on a eu le Covid. Donc, des administratifs encore plus long, donc ils ont vraiment galéré. C'était vraiment une bataille et tout le monde a joué le jeu là-dessus pour les remettre dans les super conditions. Et 1 an et demi après la reprise, ils ont été victimes d'un 2e incendie dans leur boucherie et rebelote tout par terre. C'est rare. C'est rare des cas où tu es touché 2 fois par des cas comme ça. Une probabilité sur l'origine du sinistre, ça aurait jamais dû arriver, mais voilà. T'as une chance sur 1 million, ils l'ont eu. Ou la malchance, je sais pas comment le dire dans ce cas-là. Et rebelote, ils sont repartis pour une grosse année, 1 an et demi,
la reconstruction, le côté administratif, etc. Ils ont rouvert là, au mois de mars, si je dis pas de bêtises, mars ou avril, je me tromperai peut-être de 15 jours, je m'en excuse. Et là, c'est reparti. Et dans les deux cas, moi, je suis intervenu sur le feu. Le deuxième coup, quand c'est arrivé, je m'en souviens très bien, c'était au mois de novembre. Samedi soir, Daisy, l'épouse de Monsieur Demouge, m'appelle. Elle me dit ça recommence, dans l'arme au bout du téléphone. Mais je dis mais je comprenais pas parce que je t'ai dit la possibilité de 2 fois c'était incroyable. Et du coup là tu prends ta voiture, on était à Besançon, on a fait 1 heure et quart de route, je suis reparti directement sur place. Alors tu fais rien, hein, c'est pas moi qui éteins le feu, c'est pas moi qui fais ces choses-là. Par contre en fait, t'es là quand ils ont besoin de parler ou au moins d'être rassurés sur ces éléments. Et je pense que ça, pour le coup, c'est mon job en vrai. Et ça m'a marqué parce que je te dis 2 fois, c'est lourd. On a 2 belles victoires derrière parce qu'ils ont maintenant des outils de travail vraiment au top pour faire. Et c'est reparti et ça fait du bien de les voir maintenant avec la banane. On a passé par des moments très difficiles. Donc, ouais, là, on fait le job. Alors, effectivement, au-delà du. Il y a ces moments qui sont quand même très très compliqués pour eux. Et puis c'est vrai qu'effectivement quand tu as une assurance qui fonctionne, ça te rassure quelque part. En tout cas, ça te permet de repartir. Et c'est plutôt une bonne chose. Ouais, c'était une belle histoire. En tout cas, une histoire incroyable. C'est une très belle adresse, Francis Demouge. Vous pouvez aller. Je fais un petit peu de pub en plus. Exactement. Ils sont top et c'est des vrais commerçants comme on les aime. Donc n'hésitez pas à y aller. Quelles sont les idées reçues que tu entends le plus souvent et que tu aimerais démonter ici, une bonne fois pour toutes? Assureur voleur. Tu l'as pas dit, moi. Tu vois, t'aurais pu la mettre directement après. Je pense que tout le monde la connaît comme ça. Ouais, c'est essentiellement celle-là où vous payez jamais. Donc, sur la première, effectivement, tu payes des cotisations et si t'arrive rien, t'as payé des cotisations. Ok, c'est pas super agréable. Dans l'exemple que je t'ai pris avant, effectivement, tu payes pour ça. Donc, quand ça arrive, à l'inverse, ce que je dis souvent à mes clients, moi, quand je te rembourse une voiture épave à 30 ou 40 000 euros, tu me dis pas combien je te dois parce que je t'ai pas versé assez en assurance, quoi. Voilà. Ça peut pas être, c'est le principe de la mutualisation, c'est-à-dire que ceux qui ont rien, malheureusement, on paye pour ceux qui ont. Mais aujourd'hui, c'est bien le principe de base, tu vois. Et heureusement que ça existe. Carrément. C'est d'ailleurs comme ça que ça a été conçu au départ. Donc, non, ça a tout son sens. Et après, comme je te disais, pour ceux qui ont un raisonnement comme ça, rien ne t'oblige de t'assurer que pour l'obligatoire. C'est-à-dire ta voiture, tu la mets en RC, simplement en responsabilité civile, pardon. Et puis après, si tu la casses, c'est ton problème. Mais personne ne le fait après quand même, tu vois, ou pas souvent. Écoute, je te remercie, ça a été très, très sincère et très bien. On a des auditeurs qui vont te poser des questions. Okay. Comme ça sera beaucoup plus fluide aussi. C'est bien que les gens puissent te poser des questions et qui leur tiennent à cœur. Donc, je te propose de voir la première question. Ok. Bonjour, moi j'ai une petite question. Ce serait de savoir qu'est-ce qui fait qu'une assurance, elle accepte ou elle refuse un client. Donc aujourd'hui, un client est accepté par une compagnie d'assurance quand il a donné l'intégralité des papiers nécessaires pour pouvoir souscrire déjà un contrat et qui correspond à des critères acceptés pour pouvoir souscrire. En d'autres termes, si vous venez assurer une voiture et que vous avez tous les documents nécessaires et que vous n'êtes pas, par exemple, avec beaucoup de sinistres ou trop de sinistres, aujourd'hui, il n'y aura pas de souci pour assurer votre véhicule. Par contre, si vous avez déjà une fréquence sinistre importante, là, il est possible que la compagnie vous dise écoutez, non, selon le risque, moi, je préfère ne pas vous assurer. Et ça, c'est un des cas classiques où, dans tout ce qui est véhicule aussi, par exemple, les problématiques liées aux retraits de permis ou autres, où ça rend un peu plus difficile la souscription de contrats d'assurance notamment. Donc en fait, on revient au risque dont on a évoqué tout à l'heure en début de podcast. C'est ça, tout à fait. Une deuxième question ? Oui. Allez. Bonjour. Est-ce que les assureurs gagnent toujours de l'argent sur nos contrats ? Alors, tout à l'heure, on a expliqué un peu le principe. L'assurance, c'est quelque chose de mutualiste. Donc en fait, aujourd'hui, contrat par contrat, non, l'assureur ne gagne pas systématiquement. Par contre, évidemment que sur l'ensemble, l'assureur doit gagner un peu d'argent dessus. Certains diront que c'est trop, mais c'est un autre débat. Par contre, par rapport à ça, il faut nécessairement qu'elle en gagne, puisque c'est elle qui paye les sinistres. Donc si aujourd'hui, elle paye plus de sinistres qu'elle collecte d'argent,
ben, en fait, c'est pas des philanthropes, ça va coincer. Donc, effectivement, sur la globalité, ils doivent gagner de l'argent. Très bien. Une dernière question. Mmh. Allez, eh ben on y va. L'assurance vie, qu'est-ce que c'est et est-ce que ça vaut le coup? Alors, l'assurance vie, je vais déjà juste définir ce qu'on entend par assurance vie, parce que c'est toujours un débat dans les termes et c'est normal que le client se perde. L'assurance vie, on parle bien d'un point de vue fiscal, d'un contrat de placement avec une fiscalité particulière. À ne pas confondre avec une assurance vie, par exemple, j'ai souscrit un capital d'essai et en fait, je paye tous les mois quelque chose et s'il m'arrive un problème, eh ben, on va payer un capital aux personnes que j'ai désignées à mon contrat. C'est pas ça. Donc sur la première partie, l'assurance vie, vous pouvez investir votre argent sur différents supports. C'est vous qui décidez en fonction de votre sensibilité au risque et du montant que vous allez placer si vous allez déléguer un peu de risque, pas du tout de risque ou beaucoup de risque. En d'autres termes, je sécurise 100% ou je vais sur des produits qui sont complètement, on va dire, sur le marché type action. Et une fois qu'on a défini ça, sur le sécurisé, je ne dois pas perdre d'argent et je dois en gagner, mais on en gagne un petit peu, donc un petit peu tous les mois ou un peu moins. Par contre, l'action, on peut gagner beaucoup comme perdre beaucoup. En fait, c'est la règle. Très bien, je pense que là, ça a été plutôt clair. Merci. Donc, écoute, on va passer sur un autre sujet qui est important, qui est le dérèglement climatique. Oui. Alors, à quel point le dérèglement climatique a-t-il transformé votre travail ces dernières années? Alors, d'un point de vue intermédiaire, dans notre métier au quotidien, si tu veux, la première chose qu'on va voir dans notre métier, c'est le sinistre. C'est-à-dire que malheureusement, tu vas subir. D'ailleurs, comme dans beaucoup de choses aujourd'hui, sur la partie climatique, on n'est que dans le subi, pratiquement. Donc, ça se traduit, hein, tu prends une année civile et tu regardes, même de façon nationale, tous les problèmes que tu vas avoir. Ça va aller de la grêle, on l'a subi, nous, en 2020, 2022, de façon régulière, donc dans la région. Tu vas avoir des problématiques, même, pourquoi pas d'incendie, dans les régions du sud. On a aussi beaucoup d'inondations. Donc, quand tu mets tout ça, on a de l'intensité, vraiment, qui augmente, et on a de la fréquence qui augmente aussi. Donc, quand tu mélanges les deux, tu as des coûts de sinistre qui sont évidemment plus importants, donc une charge pour la compagnie d'assurance vraiment qui commence à être lourde. Et puis, comme ça arrive encore plus souvent, tu as le deuxième effet qui se coule, et finalement, aujourd'hui, il faut qu'on apprenne et qu'on appréhende justement les risques sur deux façons, notamment. La première, c'est de la prévention. Il y a des choses que tu peux éviter ou tempérer, et il y a des choses aujourd'hui que tu peux pas, et ça, on restera toujours dans le subi. Et la deuxième partie, c'est d'adapter aussi les contrats d'assurance pour que derrière, on réponde soit à des sujets encore plus précis, soit, et ça, j'espère vraiment pas qu'on ira dans ce schéma-là, mais soit par exemple des problématiques où on va retirer des garanties événements climatiques de contrat parce que les compagnies ne voudront plus assurer. Et j'insiste quand même, on a un point important, c'est qu'en France, on a de la chance, c'est que on a un fonds de garantie catastrophe naturelle aujourd'hui qui est géré par l'État, il faut bien comprendre ça, collecté par les compagnies d'assurance, donc tout le monde a une petite ligne sur sa garantie dommage où il y a marqué dont catastrophe naturelle, dont attentat, tu as deux lignes là, qui permettent de pouvoir indemniser la notion de catastrophe naturelle, notamment quand c'est décrété par l'État, pour pouvoir indemniser en fait les gens qui ont été sinistrés. D'ailleurs, l'État a augmenté ses cotisations au 1er janvier 2025 parce que le fonds ne suffisait plus pour payer l'intégralité aujourd'hui de ce qu'on avait comme PEPA. Donc ça montre bien que ça augmente. Et donc effectivement, quand tu dis décrété par l'État, oui, il faut qu'il donne un feu vert. Il faut qu'il y ait un décret. Donc décret, c'est un acte qui est fait pour dire aujourd'hui cette zone va être décrétée en zone catastrophe naturelle, donc va rentrer dans le processus avec le fonds. D'accord. Et est-ce que tu te souviens d'un événement climatique marquant qui a laissé une empreinte humaine forte dans votre cabinet? On a été touché sur 2022, notamment dans le Haut-Doubs,
il y a eu la grêle de façon très intense. Il y avait un gros épisode là. Exactement, notamment sur certains villages, parce qu'en plus, la particularité, c'est que parfois c'est même ciblé sur des petites zones. Et des villages comme Lachnalot, alors c'est des noms du haut, donc ça fait sourire ceux qui connaissent pas, mais ont été sinistrés, mais de façon, toutes les maisons ont été pétées. C'est incroyable, c'est zone de guerre. C'est-à-dire que vous allez le lendemain, et même encore, je crois qu'aujourd'hui, encore quelques toits bâchés, vous passiez, zone sinistrée, tous les toits étaient cassés. Tous. Donc c'est quand même assez impressionnant à voir et à subir, et les gens qui courent partout pour trouver des solutions, et ça, c'est quand même pas neutre. Et justement, comment on accompagne les gens qui ont tout perdu pour cause d'inondations, d'incendies? Ben, déjà d'être là. On revient un peu à ce qu'on disait, c'est d'être là à l'écoute, d'essayer de bien comprendre le besoin immédiat avant d'être plutôt dans la notion de reconstruction, et puis d'essayer de les accompagner le mieux possible, soit en faisant travailler le réseau. Hein. Aujourd'hui, on connaît par exemple beaucoup de couvreurs qui sont clients du cabinet, et puis il y a des phases un peu comme ça, faire marcher le réseau, essayer d'envoyer les clients pour que derrière ça fasse une certaine chaîne d'entraide. Et nous, comme on connaît, des fois ça va plus vite, ça aide. Par exemple. Très bien. Et est-ce qu'on peut encore assurer tout le monde? Ou certains risques deviennent inassurables? Alors, certains risques en sont pas loin. C'est assez bizarre, mais c'est vrai que dans notre région, par exemple, pour pas les nommer, les scieries sont des activités qui sont très difficiles à assurer. Pour des risques notamment d'incendie, ils ont été victimes de beaucoup de sinistres par le passé, et malheureusement, je pense que même si c'est des entreprises qui ont fait beaucoup de prévention, qui sont énormément équipées justement pour limiter tous ces impacts sinistres, malheureusement, ils ont encore cette image-là, et aujourd'hui, c'est très compliqué de les assurer au quotidien, surtout si c'est des grosses unités de production avec des capitaux importants. Et vous arrivez à trouver des solutions? Oui, encore. Bon, on peut dire que vous êtes magicien, là? Non, pas magicien, mais c'est vrai que alors déjà, c'est historique au niveau du cabinet. Ça fait des années qu'on suit les clients sur cette activité-là. Et aujourd'hui, on est même obligé d'aller parfois chercher des solutions à l'étranger, ou même aller sur un sujet de réassurance. Alors, on est un peu dans le technique, là, mais pour accompagner nos clients. C'est de plus en plus dur, mais jusqu'à maintenant, on arrive à trouver des solutions. Très bien. Et en interne, comment votre équipe gère la montée en pression de ces catastrophes qu'il pourrait y avoir, à répétition par exemple? Alors, ça touche déjà plus notre équipe sinistre, puisqu'eux, ils sont vraiment au quotidien quand ça arrive. Quand on a des épisodes vraiment qui arrivent, là, en fait, il faut vraiment être à côté des équipes, notamment pour organiser, parce que pour eux, c'est aussi une montée de stress, hein, parce que quand tout le monde t'appelle, il faut gérer la panique des autres, ça devient... Enfin, faut pouvoir accepter. Donc là, on essaie de mettre des choses en place, une organisation en place. Des fois, on demande même aux autres équipes de filer le coup de main pour arriver à au moins prendre les lignes téléphoniques, et puis à organiser pour pouvoir traiter toutes les demandes le plus vite possible, même si à un moment donné... je dirais que la vitesse, on va pas refaire le toit tout de suite ou autre, mais au moins prendre les mesures de sauvegarde importantes pour les cas les plus touchés. Donc c'est ce travail que les équipes doivent faire. Donc là, ouais, c'est un travail en interne où faut être présent, quoi. Oui, je pense qu'effectivement, c'est quand même du gros volume, et les personnes ont besoin de soutien. Exactement, puis c'est un moment de stress pour le client incroyable. Quand tu te retrouves avec tout cassé, ça s'invente pas. Et si t'as pas le minimum d'écoute, sachant que t'as encore X appels derrière, faut savoir le dire, faut savoir l'amener avec le client, tout en accompagnement. C'est pas facile, c'est un exercice. Faut être vraiment fin dans l'exercice, quoi. Très bien. Mais écoute, on va passer à ton parcours. Voilà. Et ta vie, juste donc du démarrage jusqu'à ta vie d'associé. Okay. En tout cas, merci d'avoir éclairci ce sujet souvent perçu comme complexe, parfois lointain. Maintenant, comme je viens de te dire, on va parler de toi.
Donc, pour parler de toi, on a envie de savoir où tu as grandi pour commencer. Voilà. Alors moi, je suis originaire de Villers-Belle-Loire, c'est un village qui est à côté de Sensé, donc campagne, hein, clairement. Mes parents sont agriculteurs. D'ailleurs, on était 3 garçons, je suis le seul à pas avoir été dans le monde agricole, donc je m'en suis sorti, ou selon ce que me diront mes frères, je suis le seul qui n'a pas réussi. Voilà. Ça dépend de quelle solution on choisit, évidemment. D'ailleurs, c'est plutôt l'autre cas. Et donc, moi, j'ai fait toute ma scolarité, on va dire, en Franche-Comté, puisque j'ai commencé à Pergaud pour un BTS Compta et après en école de commerce à IMEA. Et en termes de parcours professionnel, ça a été assez simple. Quand on regarde un peu les choses, c'est que mon associé Eddy Louvet actuel était déjà assureur de mes parents. Et je sortais de l'école, il passe en mois de juillet, je crois, 2023, à voir mes parents, comme il faisait d'habitude. Puis j'étais là, puis il me dit, qu'est-ce que tu fais maintenant? T'en es où? Je dis, ouais, je viens de finir mon école de commerce. Il me dit, tu cherches du boulot? Je dis, ouais. L'assurance, ça t'intéresse? Bon, pourquoi pas? Il me dit, envoie-moi un CV. Bon, ok, ça commence comme ça. Et au début, c'était plutôt pour faire une activité dans l'immobilier, en crédit immobilier. Ils étaient en réflexion pour monter peut-être une activité sur ce volet-là. Et puis, pour des raisons X ou Y, ça s'est pas fait, mais mon profil avait été retenu. Et du coup, il me dit, on a une agence à Mèche, est-ce que ça te va? J'ai 20 et quelques années. Pourquoi pas? Pas trop difficile sur quoi que ce soit. Feu, on y va, et puis ça a commencé comme ça. Et en septembre 2003, faut pas que je me trompe dans les dates, j'ai commencé donc à Mèche, chargé de clientèle, mais déjà orienté externe. Moi, j'ai toujours été orienté dehors, beaucoup de mal à rester au bureau, donc ça m'allait très bien. Et ce côté un peu libre me convenait parfaitement. Donc j'ai attaqué avec l'équipe 2003, on était à l'époque avec 2 agences, si je me rappelle bien, à Besançon, donc avec une équipe, on devait être 5 ou 6, peut-être à peine plus. Et puis Mèche, pareil, une petite équipe de 5 ou 6 aussi. C'est de quoi étaient constitués à l'époque les associés. Et à l'époque, tu te voyais rester dans l'assurance? Ou c'était juste un point de départ? Clairement, l'assurance, j'y connaissais rien, hein, c'est la base. Hein. Je savais, j'avais des bases de commerce puisque c'était ce que j'avais appris à l'école, mais encore, il fallait quand même bosser un peu pour vraiment faire du vrai commerce. Et non, au début, j'y suis allé sans a priori. Donc, ça a été un peu la découverte. Et ce que moi, j'ai surtout aimé assez vite, c'est la diversité, des gens que tu rencontres dans une journée, en fait. Il y a des gens avec des professions différentes, avec des métiers différents, avec des situations différentes. Après, je suis passé très vite sur le pro. Et dans le pro, pareil, on peut très bien aller voir des agriculteurs, parce que du coup, le métier était assez connu pour moi, comme des artisans et autres. Et en fait, tu apprends plein de choses. Et ça, j'ai vite kiffé ça, en vrai. Et tu t'enrichis des gens, je trouve que c'est vraiment une vraie richesse, moi, qui m'éclate encore aujourd'hui. Et c'est ce qui t'a fait rester année après année? Ouais, complètement. Ça, d'une part. Deux, le métier évolue sans arrêt. Et puis, j'ai aussi eu la chance d'évoluer dans la structure dans laquelle j'étais, pris des responsabilités au fur et à mesure. Je suis passé, je te l'ai dit, vite sur le pro. Après, j'ai des missions aussi de pilotage un peu avec nos agences de Besançon et Saint-Vite qu'on a ouvert un peu après. Donc, ce qui fait que j'ai pas eu l'impression de faire le même métier, en fait. Et d'ailleurs, encore moins aujourd'hui. Mais ça a évolué au fur et à mesure des années, donc tu vois pas vraiment le temps passer. Puis, on était dans un challenge qui bougeait, des associés où on parlait business tout le temps, donc c'était très moteur, quoi. Donc, moi, j'ai vraiment pris mon pied là-dessus, quoi. Il faut aimer les gens pour rester? Complètement, sinon je vois pas comment on fait. Non, ça devient... aimer les gens n'est pas le côté social des choses, j'aime bien le dire aussi, parce que nous, on est là pour accompagner tout ça, mais à un moment donné, on fait aussi du commerce, donc on est là pour faire ce qu'il faut. Mais si on s'intéresse pas aux gens, donc si on n'aime pas les gens, c'est mort. Je te disais déjà au préambule, si tu les connais pas, je vois pas comment on fait, en fait. Très bien. Est-ce qu'il y a eu des moments de doute, des moments où tu
Tu t'es dit, bah, j'arrête ou je lâche tout parce que j'en ai marre? Ça aurait pu si j'avais pas eu la possibilité de m'associer. Je lui ai dit d'ailleurs, ça avait fait sourire quand j'ai eu mon premier entretien en 2003. Donc, avec Patrick, Léo était là d'ailleurs aussi. Je dis, moi, de toute façon, je vais t'associer, je serai un jour à votre place. Bon, c'était un peu prétentieux quand même. Mais bon, du coup, je voulais absolument, moi, être indépendant. J'ai besoin de ça. Et ils l'ont entendu, ils l'ont compris, et ils ont su me donner ma chance. Et je pense que c'est pour ça aujourd'hui que j'ai duré aussi pour aller plus loin. Et c'était quoi, alors du coup, les grandes étapes de cette montée en responsabilité? Bah, les grandes étapes, si tu veux, ça a été vraiment après quand j'ai commencé à chapeauter un peu des gens. Donc là, c'est plutôt le côté managérial des choses qui était pour moi quelque chose de nouveau. C'est particulier, le management, c'est difficile. C'est une science qui est tellement large où là, franchement, ce qui est vrai aujourd'hui n'est plus vrai dans 2 heures. Donc bon, c'est très intéressant, mais ça, je le connaissais pas. Donc au fur et à mesure, on y vient. On est obligé d'y venir aussi. Donc c'est intéressant. Et après, ben, le parcours, c'est une opportunité aussi en 2016. Un de nos confrères part en retraite à côté de Pontarlier dans notre agence de Doubs maintenant. Et Patrick Léo me dit, bah, écoute, on a une opportunité, est-ce que ça t'intéresse? Je dis, bah, je vais réfléchir. Il me dit, réfléchis pas longtemps parce qu'il faut qu'on se positionne avec AXA. Je dis, bon, bah, ok. Et globalement, ça s'est fait comme ça. Je pense que j'ai pris autant de temps pour donner la réponse que je viens de te le faire là. Bon, c'est après que tu réfléchis, hein, ce que j'ai pas. Mais puis finalement, le challenge était intéressant. Donc, on a relevé le challenge avec mes associés, donc Eddy Louvet, Olivier Fèvre-Pierret, Patrick Léo, et puis Mathieu Léo, qui est aussi de l'équipe depuis 2013. Et aujourd'hui, donc, ça a été le premier pied à l'étrier en tant qu'indépendant. Et puis, j'ai intégré l'intégralité donc, du groupe des 4 agences en 2020, au départ en retraite de Patrick Léo. Voilà. D'accord, ça, c'est les grandes étapes. Voilà. Est-ce que tu as eu un mentor ou un manager, en fait, qui t'a particulièrement marqué? Alors, mon associé qui m'a recruté, Eddy Louvet, j'en ai parlé, qui était l'assureur de mes parents, qui a une personnalité forte et avec qui ça a matché depuis le début. Il y a eu des passes où il pique bien pour savoir si tu as de la répartie, donc ça m'a pas mal construit. Il a su aussi parfois me calmer dans mes ardeurs, mon côté pressé, impatient, fonceur. Alors ça sert beaucoup au quotidien, mais j'ai dû apprendre à me canaliser. J'essaie encore de le faire aujourd'hui pour limiter parfois vis-à-vis de mes équipes, parce que des fois je veux aller trop vite. Donc ouais, Eddy m'a beaucoup aidé. Et puis moi j'ai eu la chance d'être super bien entouré. Patrick Léo, qui est quelqu'un aujourd'hui qui est très connu sur le monde, dans le monde de l'assurance et particulièrement en Franche-Comté. Donc m'a beaucoup appris aussi dans la façon d'aborder les réseaux, dans le côté bâtiment, parce qu'il était originaire d'une mutuelle du bâtiment aussi, donc la notion assureur, artisan, etc., il m'a beaucoup aidé là-dessus. Et puis ben, Olivier, lui, était sur un Fèvre-Pierret, qui est aussi un de mes associés, très présent sur le côté méthode. Lui, c'est un technicien de fou, donc par rapport à ce qu'il fait, il est vraiment spécialisé en industrie. Donc en fait, j'avais le choix entre beaucoup de talents, et j'ai eu la chance de pouvoir les pratiquer tous. Donc finalement, ça t'aide, tu vois, dans ta construction personnelle. Et si tu devais répondre à la question, s'il y en a eu un? Plus c'est dit. Ouais, c'est plus c'est dit. Ouais. Bon, c'est celui dont tu parles le plus. Hein, ouais, non, mais c'est vrai. Mais j'ai passé pratiquement 14 ans, quand j'étais à Mèche, si tu veux, avec lui. Donc, d'ailleurs, on n'est plus dans des relations classiques d'associés, même encore aujourd'hui. On se connaît de façon perso, nos vies perso. Enfin, voilà. Je veux dire, on en partageait bien d'autres choses, tu vois. Ce qui est normal. Ouais, mais je trouve. Et c'est quand même plus agréable. Alors, le passage de collaborateur à associé, c'est souvent symbolique. Oui. Mais pour toi, qu'est-ce que ça a changé au fond? Alors,
C'est symbolique, mais c'est pas si simple. Alors, t'as deux aspects. Tes collègues qui deviennent finalement tes collaborateurs, et puis tes patrons qui deviennent associés. Ça nécessite beaucoup quand même de remise en question. Ça a été quand même pas simple. Avec mes collaborateurs, finalement, ça a été plutôt facile. J'ai été agréablement surpris, j'appréhendais beaucoup, parce que malgré tout, j'avais pas envie de changer. C'est vraiment important, je voulais rester comme j'étais. Et là-dessus, je pense que ça s'est très bien passé. Et tout de suite, dans les premières réactions quand on a fait l'annonce, j'ai eu que des retours en disant tu le mérites, on est content pour toi. Et je trouve que ça touche. Alors ça fait pas la suite, hein. Mais au moins ça touche pour la transition. Et après, ça, faut en faire quelque chose pour pas décevoir. Donc tu prends quand même un peu la responsabilité du truc, mais ça me va. Après, avec les associés, en fait, il faut changer de statut. Donc j'ai été obligé de beaucoup me remettre en cause, de savoir si j'étais au bon niveau, si j'avais la bonne attitude, de bien me positionner aussi, puis à un moment donné, prendre sa place. Et quand on dit prendre sa place, c'est aussi des fois dire, hey, les gars, stop, ou ça, je suis pas d'accord, ou ça, si, etc. Et c'est l'exercice qui est le plus fort à faire, parce que, en plus, c'est tous des personnalités, en fait, hein. Toi, un gars, quand t'engages, faut que t'engages, faut y aller vraiment, faut être sûr de ce que tu dis, voilà. Puis faut oser te positionner, donc ouais, c'est un vrai engagement, ça. Comment on continue d'apprendre quand on devient celui qu'on vient voir pour des réponses? Parce qu'on n'a pas toutes les réponses. Alors on en a plus maintenant qu'avant, évidemment, mais en fait, c'est aussi ce qui fait la beauté du métier, c'est-à-dire que comme tout change, comme les besoins aussi des fois se créent, tu te trouves sur des situations où en fait, tu dis ok, moi je sais pas, mais c'est pas grave, hein, on va trouver. Mais effectivement, des fois on sait pas tout, et heureusement, parce que ça serait un peu frustrant, hein, quelque part, et puis chiant si on se remettait pas en cause. Et aujourd'hui, est-ce que tu te considères plus comme un leader, un coach ou un pilier? Ah, c'est une bonne question, ça. Alors ça là, ouais, carrément. Il faut que je demande à tes collaborateurs, peut-être. Ouais, ils seront mieux répondre que moi, je pense. Et heureusement. Peut-être plus leader, parce que coach, je sais pas si j'ai cette notion de coach. Moi, par contre, j'aime bien travailler en équipe. Moi, j'aime pas travailler tout seul. Ça, c'est quelque chose qui est marqué chez moi. La notion de coach n'est pas tout à fait suffisante, parce que le coach, à un moment donné, quand il a plus de solution, il va finir par gueuler, je trouve. Enfin, ça se voit beaucoup dans le sport, quand ils sont perdus, tu vois, les interviews, les conférences de presse, ils racontent n'importe quoi, les mecs. Quand tu es leader, tu peux pas faire ça. Pour moi, aujourd'hui, si les solutions que tu as mises en place, t'en es le garant, c'est à toi d'en trouver des autres. Tu peux te faire aider, hein, t'es pas tout seul, hein, dans le truc, mais c'est toi qui dois quand même prendre à un moment donné le lead là-dessus, et puis emmener tout le monde, hein. Donc plutôt ça, je pense. Plutôt un leader. Ouais. Un pilier? Ouais, tu peux, sans problème, parfois trop. Je fais pas de blague avec pilier de barre, mais pour ceux qui me connaissent un peu, mais blague à part, au niveau des équipes, pilier, oui, là-dessus, pas de... Mais faut aussi savoir, ce côté pilier, il faut aider, soutenir, mais après, pilier, c'est un peu trop fort, parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est pas toujours rendre service. Faut plutôt aider les gens à sortir de ça. Ok, et si, avec tout ce recul que tu peux avoir aujourd'hui, quel conseil tu donnerais à ton toi du début? Prendre ma place plus tôt. C'est important, ça. On sent que ça a été quelque chose qui a été difficile. Ça a été long. Ouais. Et ils t'attendaient peut-être en plus tes associés à ce moment-là? Je pense que je les ai pas assez challengés, en vrai. Et ça, c'est aussi un défaut de fonctionnement. J'ai mis longtemps à me sentir légitime. Non pas, je pense que je n'étais pas ou machin, mais faut toujours prouver dans mon fonctionnement perso. Donc tu prouves, puis j'ai l'impression que c'est jamais assez, en vrai. Je fais partie du cabinet associé, on est dans les top 3 nationaux, puis j'ai encore l'impression que, mais heureusement, c'est ce qui va me faire avancer. Mais
je me dis quand même, il faut faire un peu mieux. Donc, dans ma construction, j'ai mis du temps à dire, hey, maintenant, faut qu'on y aille, parce que j'ai peut-être attendu d'être légitime trop tard. Bon, en refaisant l'histoire, mais je me plains pas quand même. Très bien, mais écoute, on va parler du cabinet. Top. Ouais, maintenant qu'on a fait ta thérapie. Ouais. Ouais, encore pas au bout. On peut pas tout dire. Ils viendront te voir, les gens, pour la thérapie. Le reste de la S'ils ont thérapie. du temps. Alors, est-ce que tu peux nous décrire la culture d'AXA, Léo et Associés? Qu'est-ce qui la rend unique? Alors, on est déjà assez atypique dans notre fonctionnement parce que par rapport à tout le travail qu'on a vu précédemment de l'ensemble des équipes, on est quand même assez gros dans le monde de l'assurance. Vous êtes dans combien le monde des d'employés? agents. Aujourd'hui, on a à peu près une 60aine. Alors, quand je dis à peu près, c'est pas péjoratif ou je sais pas le nombre. C'est que ça bouge. On a notamment les alternants qui arrivent, qui partent. Chez nous, on a quand même pas mal d'alternants. C'est important de former. On continue à développer ce nombre et on souhaite encore vraiment, et on a besoin encore de beaucoup de talent pour aller plus loin. Mais pour revenir à ta question, aujourd'hui, déjà, c'est un peu particulier. Un agent général classique, AXA ou autre, tu as déjà 5-6 personnes, 10 personnes, c'est déjà un beau cabinet, tu vois. Donc nous, on est quand même beaucoup plus gros. Donc ça ne s'organise pas de la même façon. Donc du coup, les équipes ou les gens dans tout ça ne se positionnent pas non plus de la même façon. Donc ça, c'est déjà une première particularité. La deuxième, c'est qu'on travaille tous les marchés. Souvent, quand tu as des équipes un peu plus petites, tu es un peu obligé de te spécialiser, tu vois. Donc, on sait faire chez nous aussi bien du particulier, du professionnel, des grosses entreprises, voire des multinationales pour certaines. Et aujourd'hui, on va être aussi bien capable d'assurer ce qu'on appelle des bâtiments, du dommage, par exemple, que des personnes, que aujourd'hui de la retraite, tout ce que tu veux. Donc, c'est très large. Alors évidemment, une personne ne sait pas tout faire. Parce que là, ça serait prétentieux et c'est pas possible d'avoir aussi large. Donc on a structuré des équipes pour avoir vraiment des équipes par marché, ce qui fait que ça permet déjà d'avoir une offre très très large, donc vis-à-vis de nos clients. Du coup, par rapport à nos équipes, ça aussi, ça permet de rentrer des fois pour un métier chez nous et puis de partir sur autre chose parce que on a plein de métiers au sein même de notre entreprise. Et ça, c'est quand même assez différent par rapport à plein d'entreprises. On gère encore nos sinistres en agence. On a une équipe d'une dizaine de collaboratrices et de collaborateurs. Ça aussi, c'est de moins en moins vrai dans quasiment tous les points de vente aujourd'hui assurantiels. On reste quand même intermédiaire, donc on a des délégations, mais on n'a quand même pas toutes délégations, il faut être aussi logique par rapport à ça. Mais quand même, on se bat beaucoup pour garder cette délégation auprès de notre compagnie parce qu'on considère par rapport à l'accompagnement client que ça a du sens dans notre stratégie. Ok, tu nous as parlé tout à l'heure donc de la 60aine de personnes qui travaillent avec vous, de vos collaborateurs. Oui. On dit que le recrutement est souvent cité comme une problématique. Ouais, c'est vrai. Dans les cabinets d'assurance. Alors comment tu t'y prends? Alors on essaye beaucoup de choses. Déjà, on a constitué une équipe importante en RH. On a 3 personnes donc qui s'occupent, alors pas que de ça évidemment, hein, mais une bonne partie de leur occupation est centrée sur recruter et maintenir. Et il y a aussi un troisième volet qui est la formation qu'on peut mettre aussi dans tout ça quelque part. Donc on travaille vraiment sur ces 3 axes-là. Sur le recrutement, ça reste difficile parce que on a du mal de faire connaître nos métiers. Nos métiers ont beaucoup changé. On en parlait un peu dans tout ce que je t'ai présenté avant. Le grand public, je pense, ne connaît pas vraiment ce qu'on y fait. On est encore beaucoup dans des emplois, pour certains ou certaines, de bureaux, où on vient faire vraiment un emploi plutôt administratif, alors qu'on est vraiment orienté commerce. Et ça, c'est pas un gros mot, c'est la réalité. On est obligé de toute façon d'être orienté commerce dans le monde actuel. Donc
ça reste vraiment particulier. On n'attire pas, ou pas assez, ou pas bien, je pense, par méconnaissance. Je prends souvent le parallèle sur un métier que tu connais bien avec l'immobilier, où je trouve, alors tant pis, je sais que son nom n'est plus dans l'air du temps, mais ce qu'a fait Plaza à un temps pour faire connaître l'immobilier, enfin moi je trouve a révolutionné l'image, quoi. Enfin, moi j'y étais pas, mais finalement aujourd'hui ça a créé plein de vocations, ou créer des BTS ou des licences ou ce qu'on veut en IMO. Et c'est une réalité. Ce que tu dis. Et en fait, à l'inverse, tu vois, dans mon métier, ils ont du mal de remplir les formations. Donc c'est quand même que aujourd'hui, si on ne sait pas parler aux générations, sur le métier vraiment attire plus, je sais pas. Mais à tous les cas, il va falloir qu'on montre ce qu'on fait vraiment, je pense. Et donc le profil de collaborateur que vous recherchez, peut-être, vous le faites comment? C'est un peu différent? Alors, vous faites en fonction des diplômes, vous faites en fonction... On a deux choses. Alors, techniquement, on est dans un métier réglementé où on a des contraintes par rapport au diplôme. Par contre, si les personnes que l'on recrute n'ont pas les diplômes requis, type BTS Assurance, licence, c'est ce que tu veux, on peut former et donner, je dirais, des formations qui permettent d'être qualifiantes. Donc il y a 150 heures à passer qu'on fait faire à nos collaborateurs quand on les intègre, quand ils n'ont pas le profil. Après, dans ce qu'on commence à voir quand même, à force de brasser, j'aime pas le terme, mais malheureusement c'est ça, beaucoup de candidatures et de candidats, on voit que quand on a des personnalités, enfin vraiment des profils où la personnalité prend le dessus, même voire sur la compétence au départ, parce que la compétence, je pense que ça peut s'acquérir, on a des belles réussites. Donc le métier d'assureur, je pense que moi je connais personne un matin à 10 ans qui s'est dit moi demain je serai assureur. Alors ça, si t'en trouves écoute, je vais faire un test, on va essayer. Mais toi, c'est moins, tu vois, on veut pas être astronaute, tu vois, c'est pas la même chose en vrai. Donc, du coup, ce genre de métier, tu viens un peu par hasard. Moi, j'en suis l'exemple type en vrai. Je n'avais pas fait pour être assureur au départ. Et on a beaucoup de cas dans l'entreprise comme ça qui sont rentrés chez nous sur de la reconversion professionnelle, changement de métier ou au début qui viennent toquer. Puis ils ont une vraie personnalité, ils ont commencé à prendre plaisir, ils ont vu les possibilités, ils ont appris à comprendre ce qu'on faisait. Et on a des très très belles réussites en vrai. Donc en fait, c'est ouvert à tout le monde. Oui. C'est un peu ce que tu es en train de dire. C'est ça. Moi je le pense. Après, il faut pas se leurrer quand même. Il faut pas occulter le fait qu'il y a des connaissances, j'en ai parlé tout à l'heure, juridiques importantes quand même dans notre métier. Tu peux pas passer à côté. Oui, donc mais vous faites des formations pour le coup. Oui, mais il faut être conscient qu'il y a un travail quand même personnel important à faire. Parce que pour former et que ça fonctionne, il faut être deux. Il y a le formateur et celui qui est formé. Donc j'insiste là-dessus. Mais moi j'ai une devise que j'aime bien, c'est si tu veux tu peux, quoi. Mais après libre à chacun de prendre sa chance. Bon, si on parle un peu de l'avenir de ton métier. Oui. Par exemple, si on parlait d'IA, d'intelligence artificielle. Grand sujet. C'est le grand sujet, c'est le sujet d'avenir. Oui. Alors, est-ce que pour toi c'est une opportunité ou une menace pour l'humain dans votre métier? Alors, c'est pour moi une opportunité qu'il faut manœuvrer. Bien manœuvrer pour qu'elle soit utilisée comme telle. Alors, si je parle de mes collaborateurs dans un premier temps, c'est que certains métiers vont disparaître, je pense. Donc, il faut que l'on soit capable de l'anticiper, d'accompagner ces métiers et ces collaborateurs qui font ce métier dans l'entreprise pour les emmener avec nous sur la suite de l'histoire. Donc ça s'anticipe. Il faut déjà être sur le sujet depuis maintenant. Donc pour bien être sur le sujet, et ce qui est pour moi un peu le plus dur quand même, c'est d'avoir un contour assez large quand même du champ des possibles. Jusqu'où, en fait, ça va aller l'histoire. Et pour l'instant, on voit que ça va
loin et qu'en plus, on est loin des limites. Oui, c'est ça. Donc, C'est-à-dire qu'en fait, on sait pas où ça va s'arrêter. C'est ça. Et c'est vrai que ça peut être une crainte aussi pour tes collaborateurs, en fait, de se dire, bah, tiens, qu'est-ce qu'on va devenir? C'est ça. Aujourd'hui, je pense que pour la plupart, c'est encore utilisé comme un outil dans leur quotidien, parce que c'est vrai que ça facilite beaucoup de choses dans l'usage. Par contre, il faut aussi qu'on leur apprenne ou qu'on les aide à ce que ça reste un outil, et qu'en fait, c'est pas l'outil qui pense, mais c'est eux qui pensent pour l'outil, et que le schéma s'inverse pas, surtout. Parce qu'après, en fait, moi, je pense qu'il faut que les gens gardent leur libre arbitre à fond, et en fait, qu'ils soient vraiment avec une solution supplémentaire. Et puis, une fois qu'on aura un peu mixé tout ça, on va être capable, je pense, de les amener dans une relation, même pour ceux qui seront encore dans le commerce, parce qu'il y a des métiers chez nous qui font pas de commerce, mais quand on sera dans le commerce, avec ce lien, gagner du temps justement pour rencontrer nos clients, on en a parlé vraiment au tout début, et si Ça on peut arrive être à faire utile, ça, pour le coup. complètement, et si on arrive à déléguer beaucoup de temps à l'IA sur des missions qui peuvent être tout à fait bien faites, sans valeur ajoutée ou sans perte pour le client, ça va être pour le coup une force pour arriver à être encore plus en proximité, rendez-vous clientèle, etc. etc. Et du coup, pour avoir tes clients au moins une fois par an pour Ouais, ça serait évaluer top. la Bien sûr. situation. Mais on peut tout imaginer, hein. Aujourd'hui, on peut très bien avoir un système où, par exemple, tu as un pré-entretien avec une IA en disant tiens, Pascal, ça fait 1 an qu'on t'a pas vu, est-ce que tu serais dispo? Et puis que notre conseiller Sébastien voudrait te rencontrer. Ça peut être juste ce schéma-là. Alors, il faut expliquer la démarche au client pour pas qu'il pense qu'on rentre dans une procédure où il n'y a plus de personnes. Mais tu vois, il y a plein de choses à construire, quoi. Est-ce que tu penses que dans 10 ans, on parlera encore à un assureur ou on sera face à un chatbot? Tu vas être en premier sur la machine, puis l'objectif, c'est qu'en deuxième temps, on parle encore à l'assureur. Enfin, moi, j'espère encore être là dans 10 ans. Enfin, tu as répondu en partie à cette Ouais. question juste avant. Ok. Les jeunes générations arrivent avec d'autres codes. Oui. Comment on s'adapte sans se trahir? On a déjà beaucoup de jeunes dans l'effectif, on a une moyenne d'âge très basse, donc ça te challenge de façon obligatoire, hein, déjà. Et puis, je pense que la constitution d'une boîte doit être un peu comme ça, c'est-à-dire qu'il faut un peu toutes les tranches d'âge au sein de l'équipe pour arriver finalement à parler à tous les types de clients. Et d'ailleurs, moi j'ai toujours pensé que c'était une force. En France, c'est pas tout à fait perçu comme ça. Les jeunes, ils savent toujours rien faire, et puis les vieux sont trop vieux. Donc finalement, avec ça, tu peux travailler 10 ans, quoi. Donc ça c'est limité comme truc. Alors que finalement, quand tu arrives à marier les deux mondes, c'est plutôt un bon mélange, hein, je trouve. C'est pas mal. Pas mal. Et toi, qu'est-ce qui te donne envie de te lever le matin après toutes ces années? On a encore plein de projets. Ouais. Donc je l'ai dit tout à l'heure, mais on a des enjeux encore dans l'entreprise où on sait qu'on a des choses à améliorer. On parlait de service client, ça c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur parce que on a grossi et en grossissant, tu perds un peu d'efficience et du coup tu perds un peu de qualité de service client, et ça aujourd'hui on en est conscient. On sait qu'on a des choses qui fonctionnent pas comme on le voudrait, donc on a beaucoup de travail engagé là-dessus. On a d'ailleurs fait une réorganisation profonde de la société en début d'année avec beaucoup de modifications. Donc ça va être long, hein, parce que ça se fait pas malheureusement en 6 mois. Donc tu vois, on a des enjeux comme ça qui sont quand même vraiment importants. Puis après, le développement, parce que on n'a pas vocation à s'arrêter là. On a tous envie d'aller encore plus loin dans le développement de cette boîte. Et quand tu creuses un peu plus, finalement, on a un portefeuille très important, mais on peut encore le développer, mais on peut aussi développer ce qu'on peut y faire autour. Et c'est tous ces sujets-là qui sont encore assez intéressants. Mais pour le coup, il va falloir qu'on trouve ou qu'on soit accompagné de gens qui ont les mêmes envies que nous, quoi.
Et moi, c'est ce qui me frustre encore, c'est qu'on a des gens au top à côté de nous. Il nous en faudra un petit peu plus, et même sur des profils de carrière où on peut envisager tout, pour qu'on puisse pousser cette machine encore un petit peu plus haut, quoi. Très bel objectif. Eh bien, on finira sur ces belles paroles. Ok. En tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir participé à notre émission, d'avoir répondu présent à mon invitation. Je te remercie pour ta transparence, ton énergie, surtout ta vision très humaine d'un métier qu'on connaît souvent mal. Ben écoute, merci à tous les cas. À toi de nous avoir proposé, de nous avoir montré ce que tu faisais, parce que moi, je connaissais pas. D'ailleurs, je te félicite aussi pour le travail que tu fais. Merci beaucoup. C'est un exercice qui est super sympa à faire. Pas qui est habituel. Pour moi, c'est la première fois que je le fais. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Et merci beaucoup du travail de toi et tes équipes. Eh ben, merci. Alors, si cet épisode vous a appris quelque chose, likez, commentez, partagez. Dites-nous ce que vous retenez de cette conversation dans les commentaires YouTube. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite, parce qu'il y en a plein d'autres, des histoires. On se retrouve donc mercredi prochain pour un nouvel invité. Même endroit, même heure. Allez, ciao, à la semaine prochaine.